Bonjour tout le monde. Alors, je vais mettre le commentaire famille recomposée psychogénéalogie. J'arrive pas à l'écrire. J'écris le thème généalogie. Deux points famille recomposée. Alors, je crois qu'on publie et après, je crois que épinglé le commentaire. Comme ça, vous avez le thème. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Parce que je sais que parfois, mon portable, qui commence un petit peu à vieillir, ne va pas avoir une portée extraordinaire dans l'émetteur-récepteur. Donc dites-moi s'il n'y a pas le son. Bon ben voilà, comme ça au moins, vous m'entendez pas du tout. Parce que là j'ai mis mes écouteurs. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Dites-moi si vous m'entendez. Bonjour tout le monde. Vous arrivez, mais dites-moi si vous m'écoutez. Alors, secret transgénérationnel, tu me dis que tu n'entends pas. Est-ce que là, ça va mieux ou pas? Coucou Caroline. Oui, on m'entend. D'accord. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend suffisamment? On m'entend parfait. Alors, c'est génial. Alors, live avec la thématique de psychogénéalogie sur la famille recomposée. Pourquoi je voulais faire ce live avec cette thématique? Alors tout d'abord parce que je m'étais dit il y a quelques temps, et je vois que ça vous plaît, de faire des lives par thématique. Ça peut vous donner la possibilité de vous lancer, à reprendre des bases sur qu'est-ce qu'est la psychogénéalogie, qu'est-ce qu'est le transgénérationnel, quels sont les apports par rapport à la famille, par rapport à soi, par rapport à tous les questionnements, tout ça. Et du coup, le travailler par thématique, c'est moins redondant que juste expliquer, en général, la psychogénéalogie. Travailler par thématique, ça va vous donner, on va dire, différents aspects qui vont être à détailler, hein, évidemment. En une heure, on ne peut pas faire ce que je fais en formation, quand je donne des formations de 2-3 jours par thématique. En une heure, vous imaginez bien qu'on balaye. Mais au moins, vous allez avoir vraiment les bases, en fait, de l'intérêt de venir travailler avec la famille recomposée. Alors, c'est une thématique qui moi-même me tient très à cœur parce que, vous savez, pour ceux qui me suivent, me connaissent, j'ai une grande de 25 ans qui n'est pas à moi, que j'ai adoptée, recueillie, suite à la mort de sa maman. Elle a été, sa maman a eu un cancer, et du coup, je suis sa marraine, et à 28 ans, Tiffany a souhaité vivre avec moi, et elle avait à l'époque 10-11 ans. Et du coup, comme ça, on s'est créé une famille à deux au départ, avec mon chien et elle. Et du coup, c'est vrai que c'est une famille atypique, une famille extraordinaire. Et il n'y a pas une manière d'être en famille recomposée. Mais du coup, qu'est-ce que ça va venir travailler? Qu'est-ce que ça va venir impacter? Et surtout, quel intérêt, en fait, de faire une démarche, un cheminement thérapeutique, psychogénéalogique ou de transgénérationnel quand on a une famille recomposée. Et ça, je pense que c'était aussi important de remettre les bases là-dessus. Parce que dans une famille recomposée, il y a soit, là par exemple avec ce cas, la mort d'un parent. D'ailleurs, c'était le sujet de mon mémoire de psycho, où c'était la mort d'un parent, le devenir d'un enfant, impact pour la vie. Impact écrit IM plus loin PACT, pour avoir ce mot impact, toutes les deux, et impact qui est venu, on va dire, choquer le chronos de la vie. Donc, effectivement, il y a une famille recomposée qui se compose suite à ça. Et puis après, il y a les conflits, les séparations et tout ce qui peut se faire. C'est quoi ce son pourri? Mais je sais, alors, j'essaye sans et tu me dis si c'est mieux. Est-ce que là,
Dites-moi si mon son il est pourri, mais je crois que c'est mon portable qui est vraiment en fin de vie. Est-ce que là mon son est mieux ou pas? Vous me dites ou pas? C'est mieux? C'est pas mieux? Vous vous m'entendez? Laure, si t'es encore par là, tu me dis mon son pourri. Pareil. Si c'est pareil, je vais pas me mettre les écouteurs dans les oreilles. Non, pas mieux. Bon, ben montez votre son un maximum. On entend un bruit de ventilateur. Il n'y a pas du tout de bruit de ventilateur, mais je crois que mon téléphone, en fait, crie arrêt. Vous me dites, j'essaye de parler le mieux. Le son à fond et j'ai le téléphone collé à l'oreille. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si là, si on fait ça. J'ai eu le même souci, un peu de nettoyage et c'est reparti. Je ne vais pas le faire maintenant, je crois pas. Est-ce que là, ça va mieux ou pas? Il est là, je Est-ce que là, vous m'entendez mieux ou ça change rien du tout? Dites-moi. Vous m'entendez? Allô, allô. Est-ce que le son est quand même un petit peu mieux là ou pas du tout? Non, ça va pas mieux. Bon, ben on continue comme ça ou on arrête? Quel est votre choix? Ça change rien, mais on entend quand même. Bon, alors on continue. Donc, on disait qu'il n'y avait pas une manière d'être en famille recomposée, il y avait plusieurs manières en fonction de la vie. Mais vas-y, enchaîne, on entend quand même, c'est juste pas calme. Ouais, on s'entend. Merci Laure, beaucoup. Donc, je reviens à mes moutons avec la famille recomposée. Donc, famille recomposée, c'est divers et varié. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de faire de la psychogénéalogie, ne serait-ce qu'un arbre généalogique ou un génogramme avec son enfant quand on est en famille recomposée? C'est qu'en fait, un enfant, quand il grandit, il va avoir besoin de savoir d'où il vient. Pour se former, il va avoir besoin d'être informé le plus clairement et le plus simplement possible pour en fait optimiser un espace où il va évoluer dans une sécurité affective. Ça va être son milieu familial. Donc si déjà lui, il est perdu dans ce que va être, si lui, et ce live va être très drôle. Si lui est perdu dans ce que va être son milieu familial, où il n'arrive pas à se placer, hein, cette unicité dans un tout, eh bien ça va pouvoir, ça va peut-être jouer sur tout ce qui va être au niveau du manque de repères. Donc soit il va compenser en faisant des groupes de pairs avec pairs PAIRS, hein, en faire des équipes de sport, où il va retrouver, on va dire, une espèce de îlot favorisant son bon fonctionnement, son bon déroulement, ou alors il va pouvoir peut-être développer tout plein de difficultés au niveau de sa réflexion, de ses apprentissages ou de son développement psycho-affectif. Donc le fait déjà de poser ce qui va être l'arbre généalogique et le génogramme, le génosociogramme c'est l'étude analytique, d'accord? Tout ce qui va être l'arbre généalogique, ça va être posé sur une trame, un squelette comme j'appelle ça, les pères, les mères, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et de manière fiche d'identité, vous savez, le nom, le prénom, les dates de naissance, de manière très logistique, concrète. Le génogramme, on va y mettre les particularités, les singularités, on va y mettre les lieux de vie, on va y mettre les métiers, on va y mettre plus de choses, on va le mettre un peu plus en chair. Et le génosociogramme, on va faire des liens, on va faire de l'analyse derrière. On va regarder comment est-ce que le langage de l'inconscient va pouvoir exprimer certaines choses, répétition, schéma, tout ça. Là, pour le coup, avec son enfant ou son ado, il n'est pas question d'analyse, il n'est pas question de psychogénéalogie, mais plus d'éducatif. Moi, donc là, je prends ma casquette d'éducatrice spécialisée parce que je suis une ancienne travailleuse sociale.
Et c'est vraiment mon objectif, ça va être vraiment d'établir, de rétablir l'organisation interne et naturelle de l'enfant. On va vraiment être dans le cadeau, l'offre d'un cadre apaisant, un support sécuritaire et aussi favoriser ce qui va être l'autorité et la responsabilité parentale de remettre en fait l'enfant dans un tout. Voilà ce qui vraiment est intéressant quand on va venir travailler avec son enfant ou son ado sur les liens que compose la famille dans une famille recomposée qui peut être atypique. Aujourd'hui, il y a 3 familles sur 10 qui sont soit recomposées, soit monoparentales. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va venir jouer, impacter le développement psycho-affectif, le développement de réflexion, le développement des apprentissages de l'enfant, si lui est perdu. Si en plus il y a une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, des vacances ici, des vacances là, des familles aussi homoparentales, on va être dans cette différence. Comment est-ce qu'on va venir justement s'asseoir sur la différence, l'accueillir et je vais même dire l'ancrer pour pouvoir affronter ce qui va être la différence aux yeux des autres, aux yeux des pairs, PAIRS encore une fois, aux yeux de ses amis. Donc, l'intérêt là de ce live, c'était aussi, alors ça c'est sûr de manière expansive, on va pouvoir venir voir comment est-ce que l'on va le mettre, le poser sur un papier. Donc le but c'est vraiment de prendre une feuille A4, mais après je me suis pris mon paperboard pour que du coup vous ayez une plus grande visibilité, d'accord? Mais en gros, et recomposé c'est toujours avec des demi-frères et des demi-sœurs. Pas forcément, une famille recomposée c'est pas toujours avec des demi-frères et des demi-sœurs. Ça peut être aussi des pères qui n'ont pas eu d'enfants avant ou après, et vice-versa en fait. C'est pas forcément. Une famille recomposée, ça dépend ce que tu vas mettre derrière la définition du mot famille. Donc, quand on va travailler en arbre généalogique, on prend une feuille blanche. On dessine, dans un premier temps, un squelette. Donc, je vous le fais, le squelette, parce qu'il y en a plein qui me disent « Moi, je ne vais pas partir dans un truc où je ne vais pas réussir à m'y retrouver et ça me paraît toujours très compliqué. » D'accord? Donc, hop, je vous fais succinctement, mais pour vous montrer ce qu'est un squelette en psychogénéalogie et en analyse transactionnelle, qui n'est pas la même chose, et transgénérationnelle, pardon, je me confonds dans les termes. On va avoir un squelette, ok? Là, c'est toi. Évidemment, ce squelette, vous allez me dire, si lui a que 2 enfants et là, il y en a 17, ça va être difficile, ça ne va pas correspondre à quelque chose qui va être de l'ordre de ma famille. Pour l'instant, on s'en fiche. Un arbre généalogique, on en fait plusieurs. Et aussi, un arbre généalogique, ça se respecte. Quand vous en avez fait un, s'il est brouillon ou faux, vous le mettez sur le côté, vous le mettez dans vos brouillons, ou alors vous allez les brûler. Mais vous n'allez pas le mettre à la poubelle. Vous y avez dépensé du temps, de l'énergie, et vous y avez mis des gens. Donc ça se respecte dans un point de vue symbolique, d'accord? Dans la symbole, dans le côté symbolique, on ne jette pas à la poubelle des choses qui vous ont construites. Donc on part de quelque chose de basique, ok? Avec quelque chose de très symétrique, d'accord? Tac, ok? On va être dans la symétrie des familles. Pour que déjà, dans un premier temps, quand on range tout le monde, on va voir ce qui va être eh bien, plus d'un côté, moins que l'autre. On va voir, ça va nous sauter aux yeux en fait. Anne Ancelin, la pionnière qui était psychologue et qui a fait de la psychogénéalogie et qui a écrit Aïe mes aïeux, disait qu'on va avoir un choc émotionnel quand on va regarder ce genre d'arbre, selon ce qui s'y trouve, ce que l'on va le construire, comment on va le construire. Il va y avoir comme ça une espèce de choc émotionnel, puisque du coup le regard va tout avoir dessous. C'est pour ça que généralement quand on me dit quel logiciel est bien pour pouvoir faire son arbre, alors pour classer un arbre généalogique, c'est parfait Internet. Par contre, il n'y aura rien qui va découler, parce qu'il va y avoir focus ici, focus ici, focus ici. Et du coup, vous n'allez pas avoir cette vision panoramique de votre vie, de comment est-ce qu'elle va être composée. Donc, ce qui est vraiment important, ça va être de partir d'une base et de le composer. Et après, au fur et à mesure,
avec les renseignements, si on sait que la famille du père va être plus importante que la famille de la mère, eh bien, on va faire une nouvelle feuille avec une nouvelle trame, avec de nouvelles places. On va y mettre de la place associée à notre besoin. D'accord? Donc, on part de ça. Ok? De ça, on sait que des choses, là je reviens sur les bases, on va être dans la même légende. Moi j'aime bien faire les hommes en triangle, il y en a où c'est plus le carré, les femmes sont en rond. L'idée c'est que vous gardiez toujours la même, parce que du coup si un coup vous faites des triangles, un coup vous faites des carrés, ou un coup sur un arbre vous faites ci et un coup vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir continuer. Il n'y a rien, enfin ça va se mélanger. Donc l'idée c'est de partir sur la même légende, d'accord? Donc on part sur quelque chose de classique, en mettant dans votre tête ce chronos. Le chronos, alors là évidemment c'est effet miroir, hein, puisque du coup je suis en vidéo, donc c'est évidemment de gauche à droite, au niveau de la ligne du temps, d'accord? Et du coup les femmes sont du côté gauche, les hommes sont du côté droit, et on respecte la ligne de temps, d'accord? Donc ça c'est le basique. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une famille recomposée? Eh bien, le plus important, c'est de classer les enfants dans un chronos, mais aussi les femmes et les maris. C'est que la première femme, la deuxième femme, la troisième femme, le premier mari, le deuxième mari, le troisième mari, ou conjoint, ou quoi d'autre, ou d'autres femmes, on est d'accord. Le plus important, c'est qu'on garde à l'esprit qu'il y a une logique dedans. Si bien que vous allez avoir, je ne sais pas si là, ouais, c'est bon, vous me voyez. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je sais que mon son est pourri. Je sais qu'il va falloir soit un nettoyage, soit que je réinvestisse. Mais dans l'idée, étant donné que là, on a les femmes et là, les hommes, on va décaler, d'accord? Pour que là, il y ait la première femme de cet homme-là, et là, par exemple, le premier homme de cette femme-là. Donc là, par exemple, Josiane et Brigitte, et Bruno et Baptiste. Baptiste, ok? Donc là, les enfants vont venir ici, donc si c'est des filles, là un garçon, et Josiane et Baptiste, qui se sont nouvellement connus, vont avoir un enfant. Et vous faites correspondre les enfants en fonction des traits, du tracé entre les personnages. Donc il y a toujours cette idée de chronos, et vous allez vraiment penser qu'il y a un temps avant pour les anciennes relations, et aussi ici pour les anciennes relations masculines, et là les anciennes relations féminines, puisque ça joue sur une logique, d'accord? Quand il y a vraiment beaucoup de personnes avec, même des personnes, pour répondre à l'abonné qui disait est-ce qu'il y a toujours des enfants? Non, il n'y a pas toujours des enfants. Il y a aussi des relations que l'on peut mettre en fait. Par exemple, Baptiste, avant d'être mon père, était marié avec Brigitte, mais tu n'as pas eu d'enfant. Mais par contre, il y a eu déjà cette vie, et là, on fait séparer la personne. Eh bien, ça permet en fait à l'enfant ou à l'adolescent de retracer comme ça de là où il vient. Et ces informations, c'est vraiment indispensable après l'appréhension d'un espace spatio-temporel. Ça peut diminuer les angoisses, des situations anxiogènes, une absence des plaisirs dans les apprentissages. Qu'est-ce que j'ai pu marquer aussi? Un adolescent ou un enfant en marge, des absences de projection, parce qu'en fait, quand on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Des troubles émotionnels, dans ce côté où on ne sait pas pourquoi maman elle a tant pleuré à la mort de papa par exemple, et que quand il y a eu un nouveau, il y a toujours eu ces larmes, mais en fait je ne me rappelle plus vraiment
papa, puisque du coup, je l'ai perdu quand j'avais 2 ou 3 ans. Voilà, il y a vraiment tous ces doutes en fait. Au plus vous allez mettre un système de rangement le plus clarifié possible, au plus l'enfant, l'adolescent, va pouvoir en fait, en aval, amont, aval, oui c'est ça, faire, eh bien, mieux grandir, tout simplement, mieux se former et mieux se projeter et être dans une sécurité affective qui va être l'ordre de son milieu familial. Et moins vous avez des non-dits ou des secrets, et plus l'enfant va pouvoir s'appuyer de ça pour pouvoir être dans l'optimisation de son présent et de son futur. Donc, quand il y a beaucoup de personnes, vous allez jouer avec des couleurs. Et dans les couleurs, là, on n'est pas du tout dans le basique de la psychogénéalogie ou du transgénérationnel, où là, on va mettre, par exemple, les liens amoureux en rouge, les maladies en vert, les liens de parentalité de parrain-marraine en orange, les métiers en rose, enfin voilà. Là, on va vraiment faire un génogramme, pas pour faire un génosociogramme, pas pour faire de l'analyse derrière. On va faire un génogramme pour que l'enfant se structure et puis s'appuyer sur quelque chose de concret. Et que vous ne vous y perdiez pas déjà même quand vous allez le créer, d'accord? Donc, l'intérêt, c'est de mettre des couleurs, noir, vert, jaune, violet, en fonction des alliances, où l'enfant va porter la couleur de l'alliance. Comme ça vient vraiment mettre en lumière quel enfant appartient à qui, à quel couple, et quel enfant est venu et comment est-ce que sur le chronos de 0 ans à 2000 ans, on vient en fait ranger et classer. Ok? Donc, c'est vraiment tout cet intérêt-là. L'intérêt, c'est de venir voir qu'est-ce que la place dans laquelle on est et la place que l'on occupe pour que du coup, il y ait vraiment cette possibilité d'appartenir, être singulier dans un tout, être dans cette unicité, mais également dans cette singularité, cette particularité qui est soi. Donc, ce système-là va vraiment aider. Alors, non seulement si vous avez des familles recomposées dans votre art, par exemple, votre mère, votre père, vos parents, vos grands-parents, ou vos arrière-grands-parents, vous faites en fait le même système pour vous retrouver, pour vous y retrouver. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, puisque du coup, ça va vraiment faciliter la lecture après, si vous êtes dans un travail de cheminement introspectif psychogénéalogique, pour que du coup, vous puissiez plus facilement vous y retrouver. Je ne sais pas si j'ai été assez claire avec ça. Dites-moi si vous avez des questions. Je vais enchaîner aussi un petit peu. Question bête, non ça c'est bon, j'ai répondu. Demi-frère, demi-sœur. Quelque chose d'intéressant, par exemple. On va être sur, si je prends l'exemple, d'accord, de ma famille. Donc on va avoir... ouais, voilà, ça va être ça. Je vais passer par là. Et là, je vais le faire là. Alors, tac. Mon père, ma mère, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je suis là, ok? Donc, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, mais ça, pareil, je vais éteindre. Attendez. Hop. Il y a encore une réverbération. Hop. Donc là, c'est un peu plus noir, mais au moins, il n'y a pas de reflet, ok? Donc, père, mère, moi, je suis là, ok? Je vous ai dit que j'ai recueilli
une personne quand sa maman est décédée. Ok? J'ai recueilli une personne quand sa maman est décédée d'un cancer. C'est une autre famille. Donc, je vais la mettre là. Donc, là, dans cette famille-là, il y avait une première mère qui avait eu, tac, 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 un autre mari, 1, 2, 3, donc là, tac, 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 et ici, hop, et hop, une autre fille. Donc, cette fille-là va venir habiter avec moi. J'ai pas de compagnon à ce moment-là. Elle va venir, hop, habiter avec moi. Alors, on peut très bien faire des pointillés, comme j'en ai fait là, parce que c'est pas ma fille en particulier. Mais du coup, on va venir comme ça, transposer une famille réelle. Cette femme-là, hop, hop, décède. Cette fille-là vient habiter avec moi. Là, après, j'ai un mari. Hop. Et là, je vais simplifier, hein, tac, tac, mes 2 enfants. Donc, on a vraiment quelque chose de relié pour que du coup, la personne puisse se retrouver à qui elle appartient. Elle a toujours sa famille, ça ne changera pas. Mais là, elle a une famille qui va être une famille d'accueil. C'est vraiment ça, une famille d'accueil. Alors, dans un travail de psychogénéalogie, il va être très intéressant de venir travailler sur la famille de la personne en venant, je vais changer de couleur parce que je crois que le noir perd un peu de sa force, en venant travailler sur les grands-parents de ses parents pour savoir avec mes grands-parents, tac, 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 ce que ça va venir jouer, ce qu'on va avoir comme synchronicité. Qu'est-ce que je viens carencer? Le fait que moi, je recueille cette petite quand j'avais 28 ans et elle 10, pour que du coup, elle puisse vivre dans une famille qui est maintenant la sienne. Mais elle aura toujours sa famille d'avant. Voilà. Donc, c'est vraiment très important, c'est de venir voir qu'est-ce que l'on vient penser, P-A-N-S-E-R, quand on travaille en psychogénéalogie. Pas quand on vient faire un arbre généalogique et un génogramme avec son enfant et son ado à but éducatif et pédagogique. Là, c'est vraiment pour vous expliquer de manière psychogénéalogique, quand on va venir transposer la famille recomposée, eh bien, on va venir mettre en lumière aussi qu'est-ce que ça a pu penser, puisque du coup, vous allez pouvoir le poser pour réfléchir sur quelque chose qui est soit, vous savez bien, il y a 3 étapes, soit on reproduit, soit on renie, soit on répare. Et encore une fois, tout ce qui va être de l'ordre du choix de vie, c'est du gagnant-gagnant. Soit on apprend, soit on avance. Il n'y a pas de moment où on a fait un mauvais choix. On apprend ou on avance. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est que là, moi, je sais que ce recueil, cet accueil de cette jeune adolescente à l'époque, vient faire complètement écho à la partie de ma mère, qui là, tac, tac, va, la 1, 2, 3, va être ici, enlevé de son milieu parental, et va être pris par une famille d'accueil. Et là, en fait, dans mon arbre, ça vient faire complètement écho, de manière transmission émotionnelle invisible, dans un côté aussi très de manière consciente, puisque du coup j'avais conscience de l'histoire de ma propre mère, mais aussi comment est-ce que ça va venir impacter dans mes choix de vie à venir réparer et à venir reproduire et réparer après. Donc c'est vraiment très important d'avoir tout cet aspect sur la famille recomposée pour savoir de quoi on est composé en fait. Pour les familles, par exemple, homoparentales, on va avoir quelque chose aussi de très intéressant où vous allez avoir toujours, donc par exemple s'il y a 2 mères, d'accord,
cette mère-là, qui a décidé de porter l'enfant, va quand même avoir eu, à un moment donné, le don d'un spermatozoïde. Donc, il y a un père. Qu'on le veuille ou non, un homme et une femme font un enfant. On n'a pas encore trouvé d'autre solution. Donc, on va vraiment être dans le manière de poser. Alors oui, si le père, on ne sait pas qui c'est, certes, mais il existe. Et ce père-là a des propres parents. Et son choix a été de donner ses spermatozoïdes pour que la PMA, par exemple, deux femmes puissent avoir la possibilité d'enfanter. Mais ne serait-ce que de poser ça avec l'existant, et que là, par contre, ça n'enlève rien à ce que la deuxième maman, si je peux me dire, va avoir un rôle très important dans le regard de l'énergie psychique qui va se développer quand on va élever, éduquer dans l'environnement familial qui est le leur, un enfant. Donc vraiment, il y a aussi un grand rôle à jouer sur eh bien, la mise en lumière de l'arbre généalogique de la deuxième mère. Exactement pareil si c'est deux pères, on est d'accord? C'est vraiment très important. Moi, j'aime bien, avec les enfants, faire une petite image qui est fort intéressante. C'est que vous allez avoir un pot, d'accord? Partez du principe que ça, c'est un pot. Et vous allez avoir des branches, comme un arbre, ok? Où là, vous allez pouvoir matérialiser la mère et la deuxième mère, par exemple, d'accord? Ou la mère et le père, ou le père et la mère. Et là, en fait, un début. Une mère, un père. Ça, par exemple, pour les enfants, d'accord, adoptés, par exemple, d'un autre pays, d'accord, où du coup, le père et la mère ne sont plus du tout connus. Ils savent qu'ils ont été là, mais du coup, ils ont un papa d'eux, une maman d'eux, d'accord? Eh bien, montrer qu'en fait, la naissance avec le père et la mère qui va être plus petite, puisqu'on ne connaît pas son arbre, mais va servir de tuteur. Et c'est surtout que le symbole du pot avec ici la terre qui va être l'engrais, hein, mais l'engrais qui va être tout ce qui va être l'environnement de l'enfant, tout ce qui va être ses histoires, ses rêves, son habitation, les croyances, les injonctions, tout ce qui compose la vie, d'accord? Ça va être la vie. Eh bien, on va avoir un socle commun. On va avoir le pot de fleurs, d'accord? Avec cet endroit où il va y avoir un élastique, vous savez, comme quand il y a une plante chez vous, moi ma plante par exemple, elle tombe un peu, je suis obligée de mettre un tuteur. Ben, c'est exactement pareil. C'est que pour l'enfant, pour que l'enfant grandisse, en fait, il y a besoin de ce grand tuteur-là, qui est sa famille d'accueil, pour que du coup, ce petit être qui va être là, du coup, là, hop, puisse vivre. Mais à la base, il y a un père et une mère. Donc ça, c'est très intéressant pour les enfants qui ont été adoptés, recueillis ou de famille d'accueil en famille d'accueil. Et c'est vraiment quelque chose d'important que de recontextualiser l'enfant pour qu'il puisse mieux vivre son état émotionnel, mieux vivre sa vie, mieux vivre son présent, son quotidien, en fait, tout simplement. Et après, il y a plein d'autres méthodes, mais là, comme je vous ai dit, on avait un laps de temps d'un petit live, et du coup, il n'est pas toujours évident de synthétiser, mais les grandes bases, en fait, sont vraiment celles-ci. Après, on m'avait demandé aussi, dans les familles, pour ceux qui se marient entre cousins germains, issus de germains, ça, je referai aussi un autre live par rapport à ça, parce que, bien, fut un temps, vers les 1800, début 1900, et même avant,
il y avait beaucoup de familles en fait qui se mariaient entre eux, soit par besoin de terre, par intérêt de terre, ou soit par intérêt d'armoirie, donc de noblesse, pour garder, conserver l'argent, tout ça. Et comment est-ce qu'on va venir le contextualiser dans un arbre généalogique quand on est dans ce côté basique? Il y a des petites méthodes aussi qui peuvent vous faciliter. Donc moi, j'hésiterai pas à refaire un live dès que j'ai le temps sur les familles où les familles se sont croisées et sont restées comme ça ensemble. Et du coup, on peut voir aussi comment ça peut venir jouer sur le futur et comment est-ce que ce lien entre cousins cousines va venir impacter en fait eh bien, tout un mécanisme de pensée, de comportement, de développement, de choix, de non-choix, dans ce côté aussi bien transmission émotionnelle, mais dans ce côté aussi cellulaire sur ce qui va être l'épigénétique. Alors ça, on n'est pas tous d'accord par rapport à ça. Il y a des avancées qui se font de plus en plus sur le côté où les traumatismes vont avoir un impact sur la génétique. Donc ça, faut. Moi, je suis de celles qui pensent que plus on va ouvrir son regard sur des choses encore inconnues, plus on va regarder comment ça va venir faire lecture en soi, et plus on va pouvoir se dire ok, je touche quelque chose qui moi me concerne. Je ne dis pas que ça concerne tout le monde, attention. Par contre, transposer pour un enfant, un adolescent, la possibilité de mettre son empreinte quand il est dans une famille soit classique, soit recomposée, soit monoparentale, soit homoparentale, soit accueil ou adoptive, là vraiment, il y a tout un intérêt pédago-éducatif derrière. Et, et ça vraiment, j'y tiens et c'est quelque chose où c'est un peu comme quand je pratique la langue des signes avec les bébés, quand je donne des formations, des ateliers, je me dis que j'œuvre pour un mieux-être à eux plus tard. Moi, mon envie, c'est vraiment de donner une bonne grosse base pour qu'ils puissent être au mieux. Je ne dis pas qu'il va être parfait, loin de là, mais on va leur donner la possibilité de l'être en fait. Ou alors alléger des questionnements qu'ils n'auront pas à se poser et qui vont faire émerger une place pour que d'autres puissent être mis en lumière. Et quand c'est sur des générations plus hautes, qu'est-ce qui se joue sur les générations suivantes? Sur quelle question, ma belle? Sur la question de famille recomposée? Est-ce que c'est ça ta question? Parce que les familles recomposées, quand elles sont plus hautes, ça va venir engendrer, en fait, s'il n'y a pas eu éclaircissement dans le socle, si l'enfant, parce que c'est pas dit, l'enfant peut très bien s'y retrouver, et que ça soit très clair à la maison, et qu'il n'y ait pas de sujet tabou ou de quelque chose de caché, comme le demi-frère, la demi-sœur, on n'en connaît pas l'existence, ou alors ils ont 20 ans de plus et du coup je les ai jamais trop vus, donc je ne sais pas s'ils existent, mais quand même ils sont là. Donc ça va venir jouer quelque chose en fait quand un enfant va se développer. Donc forcément dans les années précédentes, dans les générations antérieures, vous allez vraiment avoir quelque chose qui va venir traduire s'il y a eu une difficulté à accepter cette recomposition, ou à ce qu'elle soit complètement bien vécue. Je pense aussi aux périodes où les enfants ont perdu leur père à la guerre. Donc mon grand-père, moi j'ai 40 ans, mon grand-père a fait la guerre, lui il est revenu vivant, mais il se peut qu'il y a des femmes qui avaient des enfants et le mari n'est pas revenu, et du coup il y a eu un deuxième père, pas un deuxième Pierre, parfois il s'appelait Pierre, c'est l'âge de Pierre, vous savez, le film Rose. Bon bref, je m'emballe. Je me fais rire toute seule. C'est vraiment l'intérêt de voir comment est-ce qu'on va venir poser l'autre homme, poser l'autre père. Il y en a beaucoup des patients qui me disent il m'a élevé comme si c'était mon père, ou alors je l'appelais papy mais je sais que c'était pas mon grand-père, mais je ne connais pas du tout mon vrai grand-père. Voilà, c'est des choses très intéressantes. Tu peux avoir demi-tante et demi-cousin, exactement.
des familles recomposées. Tu peux avoir des demi-tantes et des demi-cousins. Et bien tout ça, en fait, avec la méthode que je vous ai expliquée là pendant le live, il y a la possibilité en fait de le mettre en image, le mettre comme ça, posé sur papier, et du coup vous facilitez, pour ceux qui sont en cheminement introspectif, cette lecture analytique qui en découle. Et pour ceux qui sont parents avec des familles recomposées, eh bien la possibilité d'avoir un premier support à la relation avec votre enfant, à leur donner la possibilité de s'organiser intérieurement parlant et de lui offrir vraiment un cadre apaisant et tout un support sécuritaire. On est vraiment dans cet objectif, ce but-là. Est-ce que si on est dans une famille recomposée, cela veut forcément dire qu'il y avait des recompositions dans l'arbre? Non, pas forcément du tout. Ça peut parfois signaler qu'il y a eu des mariages d'intérêt ou forcés ou de contraintes qui fait que la mère ou le père voulait s'en sortir et ne pouvait pas, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas de manière culturelle ou traditionnelle ou religieuse. Selon les croyances de chaque famille. Vous avez l'inconscient collectif, vous avez l'inconscient familial, vous avez l'inconscient individuel. Comment cela vient se tramer? Et ça va être intéressant de savoir si par exemple vous êtes la première des familles à quitter leur conjoint ou leur conjointe, et recomposer une autre famille, venir voir en fait. Le but étant de venir voir ce que ça vient réfléchir. Ça ne vient pas forcément dire quelque chose, ça peut aussi mettre en avant que la culture d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui nous offre la possibilité de partir plus vite parce que du coup la femme travaille. Il faut remettre en fait aussi dans le contexte historique. C'est très important. Ce n'est pas que psychogénéalogique. Tout ce que vous allez découvrir de votre vivant n'est pas que psychogénéalogique. Quand on vient travailler sur les symptômes ou les somatisations, très bien. Il y a aussi ce que je vis, moi, dans quel milieu de vie j'œuvre, dans quel environnement et vers quoi je suis. Donc tout n'est pas psychogénéalogique. Il faut vraiment en fait prendre une grandeur de regard et voir comment est-ce que justement ça peut venir mettre en lumière certaines caractéristiques qu'est-ce que ça vient faire sens et donner un support à la réflexion. Ok? Est-ce que ça vous va? Après, c'est vrai que moi, je présente la psychogénéalogie comme ça. Il y a plusieurs écoles. Voilà, moi, c'est ma manière de présenter la psychogénéalogie parce que je trouve que c'est celle qui va être le plus en adéquation avec notre vie de tous les jours, qui fait que on va être dans une médecine intégrative où on va, et ça je vous le dis souvent en story, on va compléter. C'est pas l'alternatif ou c'est pas le parallèle, on va vraiment être dans la complémentarité. Je travaille en maison de santé, je vous le dis assez souvent pour ça, également pour ce genre de choses, parce que toutes les personnes qui gravitent autour de la personne qui va avoir un besoin vont être importantes. C'est pas moi qui ai réussi grâce à un accompagnement en psychogénéalogie. Non, encore une fois, j'ai eu une patiente ce matin qui m'a dit j'ai été voir mon kiné pour travailler au niveau du corps. Oui, voilà, on est vraiment dans ce besoin d'allier les professions pour avoir une richesse d'accompagnement. Se tirer la couverture, c'est qu'on se met doigt dans l'œil jusqu'au coude. Voilà. Je ne sais pas si il y a eu d'autres questions. Je remonte un peu. Je crois qu'il n'y a pas trop de questions. Je parle beaucoup, mais vraiment, n'hésitez pas à me couper avec vos questions si besoin. Et sinon, je crois qu'on a fait tout le tour. Je sais que mon son était pourri. Je vais vraiment essayer de trouver une solution, soit pour nettoyer mon téléphone, soit pour en changer. J'aimerais bien ne pas en changer, je vous assure. Surtout en ces fins d'année. J'ai autre chose à commander au Père Noël qu'un nouveau téléphone. C'est moins culpabilisant de valider l'environnement. On n'est pas coupable de tout ce qui nous arrive. Cette vision toxique, comment lui répondre? J'ai pas tout compris à ta phrase. Mais oui, il ne faut pas culpabiliser, ça c'est sûr. De valider l'environnement, on n'est pas coupable de tout ce qui nous arrive. Oui, alors il y a ce côté en psychogénéalogie où on va pouvoir aussi se dédouaner, c'est vrai, en disant c'est pas de ma faute, c'est la faute des ancêtres.
c'est facile. Euh, Moi, j'explique vraiment dans mes accompagnements ou dans mes programmes, ou dans mon livre d'ailleurs, hein. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que du coup, c'est important aussi que je fasse ma petite promo de mon bouquin. Euh, c'est que il y a vraiment l'importance à ce que la conscience et la prise de conscience. Il y a vraiment une conscience que l'on met en place quand on sait les choses. Et quand on en prend conscience, c'est qu'on le vit intérieurement. C'est pour ça que la psychogénéalogie va être un cheminement thérapeutique. Une séance, deux séances, trois séances, partez en courant. Ce n'est pas de la psychogé. C'est une conférence théorique peut-être sur votre arbre, mais ce n'est pas de la pratique. C'est vous expliquer les concepts et les préceptes, mais ce n'est pas un travail ressenti. Moi, j'ai pas mal de mails de personnes qui me disent j'ai mon arbre, j'ai déjà fait tout un travail, j'ai vraiment besoin juste d'une lecture et une séance, ça me suffit. Ben, je me méfie. Je me méfie parce que généralement, ces personnes-là n'ont pas fait un chemin introspectif. Et oui, une séance pour voir et pour, on va dire, venir euh, jauger ce que la personne a pu travailler avec grand plaisir. Mais la plupart du temps, il y a vraiment besoin de ce cheminement-là qui va vraiment être d'une petite amie. Ce qui t'arrive est de ta faute. Non, pas tout le temps. Et oui, parfois, il faut vraiment être dans cette ouverture de, tu vois, quand tu écris ce qui t'arrive est de ta faute, pas que. Voilà, pas que. Tu as un bon bagage qui t'invite à revivre les choses. Donc, c'est pour ça aussi. Je vais vous chercher. Hop, 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 mon bouquin. Donc, déracinez-vous. Où vous allez. L'idée, c'est que ça vous aide en fait. Vous avez pas mal d'exercices, d'accord? Et vous avez pas mal d'exercices et pas mal de théories. C'est vraiment une alliance entre les deux pour que du coup vous puissiez vous-même créer votre arbre et cheminer en fait pas après pas. L'idée c'est que ça vous donne un premier travail pour regarder comment vous êtes composé, pour mieux vous comprendre, pour mieux apprendre sur vous, pour mieux comprendre les choix aussi. Parce que, encore une fois, si on se dit, oh là là, moi, pourquoi mon ancêtre a choisi de partir, de ne pas revenir, ou a fait des choses de l'ordre du non conventionnel, du non acceptable pour vous, recontextualiser. Je ne sais pas si vous avez vu le film Simone, donc la vie de Simone Veil, un super biopic que j'ai adoré. Mais voilà, on ne sait pas à des moments donnés dans votre vie, quand vous vivez des traumatismes, vous avez des mécanismes de survie qui se mettent en place et vous ne les connaissez pas. Aujourd'hui de votre vivant, quand tout va bien, vous pouvez supputer que vous allez réagir de cette manière. Mais tant que vous ne l'avez pas, tant que vous n'êtes pas le nez dedans, comme on dit, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas vous dire je vais réagir comme ça. Si, vous pouvez vous le dire, mais vous ne pouvez pas en être sûr en fait, en être convaincu. Donc, ne jugez pas le choix de vos ancêtres aussi. Recontextualisez, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour rester en vie. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes vivant. Parce que s'ils étaient morts, vous ne seriez plus là. Vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas venu au monde. En tout cas, pas dans cette famille-là. Donc, il faut aussi avoir cette humilité-là. Peut-on effectuer un travail en psychogénéalogie en parallèle d'un autre suivi en psychothérapie? Oh oui. J'ai même envie de dire, c'est plutôt sain de faire les deux. C'est plutôt bien. Pourquoi tout ce qui est travail psy est chez certaines personnes étiqueté? Si tu fais ça, cela, c'est que tu es ceci, cela, et souvent dingue entre guillemets. Alors, je ne sais pas si je comprends bien ta phrase, mais non. Alors, moi, je suis... Alors, je vois ce que tu veux dire. Ça y est, pardon. L'intérêt, c'est pas de mettre des étiquettes. Ma manière d'accompagner. Après, chacun a sa manière. Il y a les psys que l'on a aussi fait en fonction, sont avec ce qu'on a besoin. Hein. C'est vraiment une alliance thérapeutique. C'est pour ça qu'un psy ne peut pas convenir à tout le monde. La même personne. Il faut que ça matche entre les deux. Moi, j'aime pas mettre des étiquettes. Je trouve que ça enferme.
Et je suis plus dans quelque chose qui va élargir plutôt que d'être dans une dichotomie des pratiques. Je suis vraiment ce qui va être dans quelque chose de large pour pouvoir tirer les ficelles à chaque besoin, à chaque demande. Donc mettre, voilà, quand tu dis les clichés, les étiquettes, je trouve ça un petit peu bateau. Mais après, pour certains, il y a besoin de ces étiquettes et de ces clichés, ou je dirais peut-être plus ces classements, pour partir d'un support et savoir qu'ils existent à l'intérieur de quelque chose et que leurs mots, MAUX, sont entendus, sont compris et qu'il y a une signification derrière. Donc ça dépend vraiment du patient et ça dépend vraiment de la thérapeute et de la psy. Encore une fois, il n'y a pas de bonne manière de faire. Il y a celle que pour vous, ça va être intéressant de faire. Pour prendre un rendez-vous avec toi, cela, ça se fait par mail ou MP. Ça peut être les deux. J'ai entre 6 et 9 mois d'attente. Si on passe par le programme de psychogénéalogie, évidemment, puisque du coup j'ai cette possibilité d'accompagnement à distance, eh bien c'est beaucoup plus rapide. En 2 mois, tu as un premier rendez-vous. Si c'est du 1 pour 1, c'est pas avant le printemps prochain. Voilà, donc mes ateliers en psychogénéalogie et mes programmes sont vraiment pour pallier justement à toute cette attente que souvent on me dit oh là là, il y a beaucoup de temps d'attente. Ben, en fait, il y a vraiment tout un cheminement à faire et dans le programme, je suis quotidiennement disponible. Donc quotidiennement, c'est tous les jours. Hein. Donc forcément, ça prend du temps. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tac, tac, tac. En tout cas, avec grand plaisir de recevoir mail et MP parce que j'y réponds toujours. Si j'y réponds pas, c'est que c'est passé dans les spams au niveau des mails. N'hésitez pas à me faire un petit message en MP en me disant j'ai pas eu de réponse depuis une semaine. Généralement, je réponds en 4-5 jours. Et c'est que c'est passé dans les spams. Ok? Donc ça, n'hésitez pas. Donc voilà l'intérêt de poser la famille recomposée avec son enfant, son adolescent, ou pour soi dans un travail de psychogénéalogie. Ça va vraiment donc pour les enfants être autour de tout ce qui va être l'ordre de l'éducatif, de la pédagogie, et on va venir pouvoir même infiltrer le socle de connaissances, le socle commun de connaissances lié avec l'éducation nationale. Je trouve ça très intéressant, puisque du coup la famille va faire la famille va œuvrer dans une histoire, la famille va œuvrer dans l'histoire avec un grand H, dans la géographie, donc ça permet de recontextualiser un pays, une époque avec l'histoire. Ça va stimuler la curiosité, ça va stimuler l'observation, ça va faire découvrir la différence, comment est-ce qu'on peut être différent de l'autre, ça va venir communiquer, établir un lien de communication avec ses proches, qui ne sont pas forcément très proches, de manière intergénérationnelle. On va appeler papy, on va appeler mamie. Ça va être intéressant. On va regarder comment est-ce qu'on peut... Ça va favoriser l'analyse de l'enfant ou de l'adolescent. Ça va lui stimuler et construire une réflexion. Il va pouvoir élaborer un récit, travailler la mémoire avec des souvenirs. Tout ça, en fait, va pouvoir le faire réfléchir à son avenir. On va vraiment être dans des compétences, des objectifs et des buts pour le mieux-être de l'enfant et l'adolescent, pour que du coup, il puisse s'asseoir plus fermement et de manière plus ancrée dans son quotidien pour optimiser sa vie. Voilà, et c'est vraiment important. Je vous embrasse tous. On a fait une petite heure. Évidemment, on pourrait avoir encore, comme je vous ai dit, c'est sur 3 jours normalement. Quand je donne ce thème-là, je le travaille en formation sur 3 jours. Mais je pense que je vais peut-être sortir pour 2023 des petites sessions de masterclass d'une journée entière. Je pense que ça pourrait être intéressant pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les centres de formation ou pendant les séjours ou les stages que je peux proposer. Et bien qu'il y ait une journée entière où on va être en visio, 9h midi, une pause, on reprend à 1h30 jusqu'à 18h pour venir poser un peu de manière psychogénéalogique les bases, les concepts et les préceptes de la psychogénéalogie. Je pense que je vais mettre ça en place, par exemple, 2 ou 3 samedis dans l'année
pour que ça soit le samedi, pour que les gens puissent aussi pouvoir le faire. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si vous seriez intéressé. Je vais faire un petit sondage peut-être. Mais ça pourrait être bien, ouais. 3 samedis sur l'année où je fais vraiment découverte de la psycho-G sur une journée. En visio Zoom. Ça peut être cool. Donc voilà, si vous voulez vous lancer sans trop de risques, mon bouquin, Déracinez-vous, d'accord? Donc ces lives-là ne sont pas pour promouvoir mon livre, mais c'est vrai que j'ai eu la possibilité d'en faire un support, donc autant que vous en profitiez. C'est pas mon côté achetez-moi, je suis vendeuse. C'est pas dans cet intérêt-là. Je pense que vous avez bien compris comment est-ce que je peux être dans mon énergie. C'est pas dans ma manière de faire. Mais néanmoins, il y a ces premiers pas qui peut être vraiment intéressant pour commencer et débuter un travail en psychogénéalogie. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Même le bouquin, ça t'épote. Bah ouais, ma pauvre. Donc, une abonnée qui est naturo, qui me suit et qui a acheté mon bouquin. Et tu vois, voilà, quand elle est venue me parler en MP, parce que ça a dépoté, pour reprendre ces termes, j'ai pu la réorienter et l'accompagner par rapport à ça, parce que oui, ça peut dépoter, et oui, ça répond à, je sais plus, je crois que c'était Morgane tout à l'heure, Marion, pardon, qui disait est-ce qu'on peut faire un travail thérapeutique à côté? Oui, c'est important. Quand vous n'avez que le livre, par exemple, c'est important. Si vous avez le programme de psychogénéalogie avec moi, le lien thérapeutique et le suivi thérapeutique compris dedans. Donc forcément, vous êtes dans le programme, et oui, ça dépote et ça dépaisse même, côté dépecé, mais du coup, derrière, je suis là. Et il y a 3 professionnels. Une psychologue clinicienne, moi en tant que psychoanalyste clinicienne, psychogénéalogiste, et Émilie Troude qui va être une art thérapeute. Donc vous avez vraiment aussi cet accompagnement triangulaire sur le corps, l'esprit et l'âme. Attention pour ceux qui arrivent, esprit, processus de la pensée, âme, processus de la sensitivité, le côté sensitif, d'accord? On n'est pas avec les fantômes, en tout cas ce n'est pas ma manière de fonctionner, ce n'est pas le concept et le précepte de la psychogénéalogie que j'entreprends. Je fais la psychogénéalogie pure, où on va avoir cette alliance entre la psychologie et la psychanalyse qui vont venir se rejoindre, et ça va être cet iceberg où la psychogénéalogie va être vraiment dans cette porte entre les deux, la psychologie et la psychanalyse, donc le côté conscient et le côté inconscient, et on va venir travailler comme ça tout ce que ça va venir traduire de votre vivant. Voilà, j'espère que j'étais assez claire. En tout cas, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. J'espère que l'enregistrement va passer. Pardon pour le son pourri. Moi, bye.